Bonsoir à toutes et à toutes et merci de votre invitation. Merci à notre collègue d'avoir managé admirablement la préparation et l'organisation de cette journée. Je me joins vraiment à ceux qui sont intervenus tout à l'heure pour vous féliciter et vous remercier chaudement. Moi, j'ai vécu une journée formidable dans laquelle j'ai beaucoup appris et donc je suis très heureux, en même temps un peu anxieux, d'intervenir devant vous. Alors pour moi, c'est toujours un événement un peu extravagant d'intervenir devant des professeurs d'éducation physique et sportive parce que je fus un élève absolument épouvantable en éducation physique et sportive et je dois dire que j'y ai vécu à titre personnel des humiliations qui m'ont longtemps pesé et qui ont constitué des blessures importantes dans mon enfance et mon adolescence. Je me vois encore pendu à une corde que je n'arrivais pas à monter devant une classe et un professeur qui riait de me voir ainsi pendu et qui se moquait de moi. Alors ça m'a blessé, évidemment, mais ça a été aussi l'occasion d'une prise de conscience parce que je me suis dit que si j'étais moi-même blessé quand j'étais pendu au bout de la corde que je n'arrivais pas à monter, c'est que d'autres l'étaient également quand ils n'arrivaient pas à résoudre des équations mathématiques ou traduire des versions latines ou réaliser des dissertations de philosophie. Ça m'a permis, au moins par empathie, de comprendre quelle était la souffrance qu'il pouvait y avoir dans une humiliation liée à un échec ou à des difficultés scolaires. Mais cette humiliation, il y a bien longtemps que je l'ai évidemment digérée. Et depuis près de 40 ans, cette humiliation a fait face à une immense admiration. Alors, passer de l'humiliation en EPS à l'admiration des professeurs d'EPS, ça tient à quoi? Ça tient à mon compagnonnage avec des collègues professeurs d'EPS qui ont fait un travail remarquable dans les années 1982-83, quand j'investissais avec d'autres la rénovation des collèges, je savais dans un collège, quand j'arrivais, que nous pouvions toujours compter sur les professeurs de PS pour être là, dynamiser l'équipe, dire que c'était possible et qu'on n'allait pas en rester à la résignation. J'ai rencontré ensuite des professeurs de PS qui... les premiers, parmi toutes les autres disciplines, ont repensé la question de l'évaluation d'une manière intelligente, d'une manière qui permettait de faire en sorte que cette évaluation soit l'indicateur que l'on progresse sur soi-même et non pas que l'on progresse par rapport aux autres. Ça a été pour moi une découverte très importante et que j'ai tenté ensuite de mettre en œuvre dans d'autres disciplines et de décliner avec des professeurs d'autres disciplines. J'ai aussi eu la chance de collaborer avec les collègues de l'UFRAPS, de l'Université de Lyon 1, et de travailler avec eux, parfois au quotidien, à la fois dans le cadre de la formation UFRAPS, et puis ensuite quand j'étais directeur de l'IUFM, et de voir à quel point ils étaient à la fois disponibles, chaleureux et capables d'entrer dans une interlocution constructive, et tout ça m'a particulièrement... fait investir et de plus en plus le travail avec eux. Alors, s'il fallait renforcer encore cette admiration, eh bien la journée d'aujourd'hui est là pour cela. On y a vu à la fois des chercheurs et des praticiens y faire part avec une précision remarquable de leur travail quotidien, de leurs difficultés et des pistes et des perspectives qu'ils ouvraient. Faire une synthèse de cela est évidemment quelque chose de tout à fait impossible. Alors, j'ai pris pas mal de notes, j'ai construit au fur et à mesure de la journée 2 ou 3 diaporamas, je vais vous passer le dernier, qui essaye d'organiser un petit peu un certain nombre de réflexions, mais bien sûr, ne soyez pas fâchés si tel ou tel aspect qui vous est apparu important n'est pas repris à l'intérieur de cette synthèse. Le titre donc, Enseigner l'EPS aujourd'hui en banlieue et ailleurs, c'est évidemment un clin d'œil, je le pense, au titre d'un ouvrage coordonné par Bernard Charlot
qui s'intitulait « Le rapport au savoir en banlieue et ailleurs », où il analysait ici, sur cette académie, l'Académie de Créteil, les difficultés des enfants de milieux populaires pour accéder au savoir scolaire. Et il y montrait que la recherche de ces difficultés n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de compliqué, c'est un enjeu qui fait appel à des disciplines qui se croisent, à des approches qui se complètent. Il y montrait également que travailler sur les élèves un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, sur les situations un peu plus compliquées ou un peu plus difficiles, c'est un atout pour la totalité du système scolaire. Et c'est la raison pour laquelle il avait ajouté, et je pense que vous avez ajouté, en banlieue et ailleurs. Dans l'histoire de la pédagogie, et je me suis pas mal intéressé pour ma part à cette histoire de la pédagogie, c'est toujours, et ça a toujours été, selon une expression de Jean-Luc Godard, qu'il applique au cinéma, mais que je trouve tout à fait conforme à ce qui s'est passé en pédagogie, c'est toujours la marche qui tient la page. C'est toujours ceux qui ont fait le pari d'éduquer les inéducables, qui ont fait progresser le système tout entier. C'est toujours ceux qui étaient dans les situations un peu plus compliquées, un peu plus complexes et qui mouillaient un peu plus la chemise, qui ont permis d'inventer les solutions, qui ensuite ont été reprises, retravaillées et réinvesties pour bénéficier à tous. Et contrairement à ce qu'on nous dit ici ou là, quand on travaille pour les élèves les plus difficiles, ce n'est pas pour oublier les autres, ce n'est pas au détriment des autres, ce n'est pas au détriment de ceux qu'on appelle l'élite, mais bien au contraire. Travailler sur les élèves les plus difficiles, c'est toujours comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est qu'apprendre, qu'est-ce que c'est qu'éduquer, c'est toujours aller plus profond dans les problématiques pédagogiques et c'est donc toujours faire progresser l'éducation en général, l'éducation nationale en particulier et l'éducation scolaire. J'ai eu l'occasion, parmi quelques bonheurs professionnels, de rencontrer des collègues qui travaillaient avec des enfants cérébrolésés. Enfants cérébrolésés, c'est-à-dire victimes d'accidents de la route pour la plupart, et à qui il manquait, après cet accident de la route, une partie parfois très importante du cerveau et donc de leur capacité cérébrale et personnelle. J'ai vu ces collègues réapprendre à ces enfants à porter une cuillère de purée à la bouche ou à boire avec une paille ou à réentendre un son qui signifiait que c'était le moment de faire telle ou telle chose. Et j'ai vu comment, à travers ces petits gestes, ils réinvestissaient la compréhension au sens le plus profond et ils étaient capables de reconstruire en quelque sorte les processus mentaux et l'intelligence dans ce qu'elle a de plus complexe. Chaque fois qu'on va vers les personnes les plus en difficulté, en réalité, on fait progresser la pédagogie et l'éducation tout entière. Alors, s'agissant de cette journée de travail, évidemment, vous avez présenté, et ça a été quelque chose de très fort, des pratiques professionnelles et dès ce matin, on l'a précisé, contextualiser. J'aime bien pour ma part ce mot contextualiser parce qu'il signifie qu'il y a des pratiques qui peuvent être pensées dans leur globalité, mais que ces pratiques ont besoin aussi d'être contextualisées. J'y reviendrai évidemment en conclusion. Pour regrouper les remarques que je voulais vous faire, j'ai pris deux pôles parce que ces deux pôles ont été très largement dominants, évidemment, et qu'ils ont été d'ailleurs pointés, certaines interventions, disant qu'elles se situaient délibérément sur l'un de ces deux pôles. Le premier pôle, c'est celui de l'élève, et le second, c'est celui de l'enseignant. Alors, vous voyez, ce n'est pas d'une originalité extrême. J'ai donc regroupé mes remarques autour de ces deux pôles, et autour de ces deux pôles, je les ai ressaisis autour d'une alternative que j'ai appelé entre toute puissance et impuissance, ou entre impuissance et toute puissance. Il m'a semblé en effet que dans beaucoup des propos qui étaient tenus, ce qui était cherché, c'était une voie possible pour une action pédagogique éclairée qui ne soit pas l'illusion de la toute-puissance. On évoquait le gourou ce matin dans une présentation,
et qui ne soit pas non plus le renoncement et l'impuissance devant le fatalisme. Alors trouver une voie entre la toute-puissance du gourou qui croit que tout est possible et l'impuissance de celui qui croit que Bourdieu a prescrit l'avenir alors qu'il n'avait fait que décrire le présent, il y a probablement un passage. Ce passage, il a été exploré toute la journée et je vais tenter de le réexplorer rapidement avec vous autour de quelques balises. Première série de remarques donc, l'élève entre toute puissance et impuissance. Dès le premier exposé ce matin sur l'adolescent, on sentait qu'il y avait là une balance tout à fait essentielle. Effectivement, cette balance, elle est centrale, c'est une problématique centrale, c'est une problématique développementale, c'est la question du rapport à ce que nous appelons parfois l'infantile. L'infantile n'est pas l'enfance. L'infantile, c'est ce qui en nous est la nostalgie de ce qui est avant l'enfance. Avant que nous naissions, nous sommes dans le ventre de notre mère, où nous sommes logés, nourris, blanchis. Nous n'avons strictement aucune frustration. Tout nous arrive immédiatement et aucun de nos désirs n'a besoin d'attendre sa réalisation. La naissance, c'est la découverte de la frustration. Et c'est une découverte douloureuse pour l'enfant. Douloureuse parce qu'il a froid et il veut qu'on vienne le couvrir. Il est mouillé, il veut qu'on vienne le changer. Il a faim, il veut qu'on vienne lui donner à manger. Et ça ne vient pas tout de suite, pas toujours tout de suite. Il a besoin de sa mère ou de son père et ils ne sont pas là, ils sont occupés à autre chose et légitimement occupés à autre chose. Il faut donc qu'ils assument qu'ils ne sont pas le centre du monde. Il faut qu'ils occupent une place dans le monde sans être au centre du monde, ce qui est compliqué, ce qui est un apprentissage long et difficile, ce qui est un apprentissage que nous n'avons jamais fini de faire, nous autres d'ailleurs, en tant qu'adultes. Avoir une place dans le monde sans être au centre du monde. Et d'ailleurs, on a parlé à 2 ou 3 reprises dans la journée de ces élèves perturbateurs, chahuteurs, de ceux et celles qu'on voit parfois sur les vidéos et qui rendent la classe difficile, ceux qui veulent occuper toute la place. Et nous savons bien, vous savez bien en tant que pédagogue, que quand un élève veut occuper toute la place, qu'il occupe toute notre énergie et toute notre attention, c'est qu'il n'a pas de place. Quand un élève a une place dans la classe, dans un groupe, il ne cherche pas à occuper toute la place, parce qu'il est sorti de cet infantile, il est sorti de cette toute-puissance, il est sorti de ce sentiment dans lequel il a pu être quelques jours, quelques mois, quelques années après sa naissance, qui est que le monde est à son service et que tout doit arriver immédiatement et instantanément dès qu'il en a le désir. Alors oui, cet apprentissage de la frustration est évidemment un apprentissage important, c'est un apprentissage essentiel, c'est un apprentissage compliqué, parce que quand l'enfant découvre qu'il n'est pas tout-puissant, que le monde ne tourne pas autour de lui, quand il sort progressivement de cet égocentrisme initial ou de ce qu'on appelle le narcissisme enfantin, eh bien, il peut basculer dans l'impuissance et se laisser aller à une forme de reniement, finalement, de toute volonté, voire de tout désir. Il peut tuer en lui le désir au prétexte que ces désirs ne sont pas réalisés. Et vous en connaissez de ces élèves qui sont restés dans l'infantile au point que quand leurs désirs ne peuvent pas être réalisés, ils tuent à eux toute forme de désir. Alors oui, trouver un passage entre l'impuissance et la toute-puissance et l'impuissance, eh bien c'est accepter qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite, qu'il faut du temps parfois, accepter que le monde n'est pas entièrement centré autour de notre personne, et que nous avons à être quelque part, que nous ne pouvons pas être partout et tout avoir. Alors, ce dilemme entre l'impuissance et la toute-puissance, nous le retrouvons dans une problématique psychique qui est bien connue des psychologues et des psychanalystes, qui est le rapport à la résistance de l'objet.
et ce que nous appelons le processus de subjectivation. Un philosophe américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matthew Crawford, a cette particularité d'être professeur de philosophie à mi-temps à Harvard, et pour son autre mi-temps, il est réparateur de motocyclettes. Il a écrit 2 livres, dont le premier s'appelle « L'éloge du carburateur », le second s'appelle « Contact », et dans ces livres, il étudie d'une manière extrêmement précise en quoi les enfants que nous avons aujourd'hui, que vous avez dans vos classes, ont un déficit dans leur processus développemental, qui est la rencontre avec l'objet qui résiste. L'objet qui résiste, qui est la terre, la pierre, le bois ou n'importe quoi d'autre, ce à qui je ne peux pas imposer ma toute-puissance, cet objet face auquel je ne peux pas être un magicien, mais qui m'impose de faire avec lui parce qu'il résiste à ma volonté démiurgique. Alors oui, l'enfant a besoin de découvrir cette résistance. Il a besoin tout bêtement de comprendre ce qu'un certain nombre d'enfants ne savent pas et n'ont pas compris, que c'est pas en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite, que c'est pas en criant que ça change le monde, que c'est pas en cassant les choses qui nous résistent qu'on va les transformer, mais qu'au contraire, c'est en apprivoisant cette résistance qu'on va progressivement se former et se transformer et créer dans le monde des objets nouveaux. Je pense que Crawford a raison quand il dit que l'immense domination des écrans, on a cité des chiffres dans une communication ce matin, 4h30 ou 4h30 pour la France, 6h30 pour les États-Unis, cette domination des écrans fait entrer l'enfant dans une relation au virtuel, et dans le virtuel, la résistance, elle est factice, elle est fictive. Dans le jeu vidéo, il y a des morts, mais ils se relèvent. Dans le jeu vidéo, ce qu'on fait ne me résiste pas vraiment, ou ça ne me résiste que dans la mesure où je n'assume pas l'apprentissage de cette règle du jeu vidéo dans une relation qui est toujours une relation de sidération. Quand je suis à construire un objet, alors là, c'est autre chose. Si un jour, ça ne m'arrivera plus à mon âge, rassurez-vous, j'étais amené à élaborer des programmes pour l'école primaire, je donnerais probablement comme objectif de fin d'école primaire pour tous les élèves de France, savoir fabriquer un tabouret sans colle ni clou. Bon. À chacun d'entre vous, d'ailleurs, je donnerais cet objectif, savoir fabriquer un tabouret sans colle ni clou. Parce que savoir fabriquer un tabouret sans colle ni clou, c'est apprendre la résistance de quelque chose qui s'appelle le bois. C'est découvrir qu'il faut un tenon, une mortaise, c'est découvrir des choses que je ne peux pas décréter et avec lesquelles il me faut travailler. Eh bien, entre impuissance et toute puissance, il y a ce dialogue avec ce qui nous résiste sous cette forme que Piaget avait définie et très bien décrit, assimilation, accommodation. J'assimile, je comprends une partie de ce monde extérieur et je m'accommode aussi à ce monde extérieur et je me construis en fonction de lui et je me construis en construisant quelque chose dans le monde. Je fais partie de ceux qui pensent que le rapport au savoir, au pluriel, est un rapport qui a besoin d'être un rapport avec quelque chose qui nous résiste et d'assumer cette résistance-là. D'assumer la résistance qu'a la physique, l'histoire, les mathématiques, le latin, la littérature, à mon approche, à ma spontanéité. Et je fais partie de ceux qui pensent que la résistance, la première résistance qu'éprouve l'enfant, c'est la résistance dans son rapport au corps. Son rapport au corps et son rapport entre le corps, l'espace et le temps dans lequel ce corps se meut. Son rapport au mouvement, il va le découvrir à travers sa propre douleur, parfois à travers son propre plaisir, et il va découvrir qu'il ne commande pas magiquement à son corps. Sortir de la magie. Ça peut paraître un objectif tout à fait anecdotique, c'est un objectif fondamental de l'éducation.
Sortir de la magie, c'est accéder à une pensée dialectique de rapport et de construction patiente du monde, et c'est évidemment une des clés du développement de la personne.